Donc on résume rapidement. Donc 6 ans, Mathieu 6 ans, qui est amené aux urgences par les pompiers, accompagné par son instit, très mal à la tête, un peu de fièvre, un vomissement, pas d'antécédent particulier, 39,7, constante normale, conscience normale, et spontanément, mesdemoiselles, t'en pas parler. Il s'installe en chien de fusil face au mur, il a la nuque raide, et il pleure beaucoup, et vous n'avez pas de signe neurologique focal. Et l'institutrice, dans sa grande bonté, vous dit que 2 autres enfants de la classe d'à côté ont été hospitalisés hier et qu'ils ont eu une PL. Donc quel est ton diagnostic et quel signe clinique majeur dois-tu impérativement rechercher? Alors, je pense que c'est une méningite aiguë bactérienne communautaire, probablement à méningocoque, pour l'instant sans signe de gravité dans l'énoncé. Alors, chez un enfant de 6 ans, parce qu'il a un syndrome méningé fébrile, parce que pour le méningocoque, parce qu'il y a un début qui est brutal et qui n'a pas de signe focal, parce qu'il y a aussi une notion de comptage. Voilà, je crois que c'était tout. Ok. Et donc j'ai recherché un purpura, en particulier un ou plusieurs éléments nécrotiques ou échymotiques de plus de 3 mm de diamètre. Voilà. Ok. Et donc on est d'accord que pour ça, on déshabille complètement, on regarde entre les orteils, la plante des pieds. Oui, question. Pourquoi, à ce niveau-là, on ne peut pas dire que c'est bactérien ou viral? Il y a des méningites virales qui viennent sous tableau-là. L'énoncé, il est quand même assez plein de grosses perches. Alors, une méningite virale, effectivement, c'est contagieux, mais... Alors, je suis d'accord. Si, effectivement, si. Au mois de mai, tu peux avoir 2 enfants de la classe d'à côté qui ont la même chose. Disons que... comment dire? En pratique clinique, la méningite virale, c'est pas grave si tu passes à côté. La méningite à méningo, c'est gravissime. Donc, c'est ce diagnostic-là qu'il faut que tu évoques. Alors, tu peux évoquer les deux, mais on me demande un diagnostic au singulier. Donc, si, méningite aiguë infectieuse, et en disant qu'on recherche un purpura, c'est coté. Tu n'auras pas les points du méningocoque, si effectivement tu veux pas te mouiller. Mais après, ça c'est des questions de méthodologie de base, mais je pense que vous savez déjà qu'un dossier, ça se lit en entier, machin. Quand tu lis le dossier, avec les histoires de prophylaxie, vous verrez peut-être au mois de mars, au mois d'avril, quand vous aurez fait plein de dossiers, c'est évident, quoi. Un dossier comme ça, on fonce, c'est le méningo. On peut dire les... Tu peux dire les deux si ça te fait plaisir. Voilà. Oui. Alors, la méningite à pneumocoque, il a un peu moins l'âge, pour le coup. Il a 6 ans. Donc, il est un peu grand. Et c'est pas épidémique, la méningite à pneumocoque. Ça peut, tout est possible, mais ça va pas dans le sens de ce diagnostic-là. Il a le droit, lui, d'avoir une méningite à pneumocoque et ses 2 voisins autre chose. Mais si tu veux grouper les cas, c'est vraiment... Et à 6 ans, c'est vraiment le méningocoque sur lequel il faut partir. Donc, il y a effectivement ce signe à l'examen. Donc, vous faites une intervention thérapeutique urgente, non nommée, et ensuite votre externe fait la PL. À quelle anomalie vous attendez-vous? Ouais. Alors, les anomalies macroscopiques, on va retrouver le plus souvent un LCR trouble ou purulent. Les anomalies biochimiques, ça va être une hyperprotéinorachie supérieure à 1 gramme par litre. Une hypoglycorachie avec le rapport glucose LCR sur 100 inférieur à 0,5.
La cytologie, on va retrouver plus de 500 éléments. Et en bactériaux, donc on suspecte un méningocoque. Et donc au direct, on aura un coccigramme moins. Ouais. Et ensuite, on met en culture avec antibiogramme. Ok. Je vous ai noté en dernière ligne, comme pour le pneumocoque, il y a un centre national de référence. Donc quand on a une infection à méningocoque dans son centre, enfin c'est la bactério qui s'occupe de ça, mais d'adresser la souche pour qu'elle soit caractérisée au plus loin. Le traitement. Alors le traitement, c'est une urgence extrême. Injection intraveineuse ou intramusculaire, mais intraveineuse comme on est à l'hôpital, de C3G. Ouais. 300 mg kg. Mesure de réanimation avec remplissage, scope, oxygénothérapie. Isolement et déclaration obligatoire. Bah ouais, écoute, tu nous as tout dit. Tu nous as tout dit. Surveillance, mais c'était la question suivante. Et durée habituelle du traitement, 7 jours. Pas de contrôle systématique du LCR si évolution favorable. Et tu disais, on est à l'hôpital, donc IV, c'est le genre de situation, si l'infirmière se dit « Oh là là, mais j'arrive pas à le piquer !» Voilà. Il ne se pose pas de questions. Oui. Pour la déclaration obligatoire, ah oui. Ah oui, tu peux le mettre dans le traitement, comme ça tu y penses. De toute façon, ce sera sur ta feuille pense-bête. Donc à la limite, tu le cases dès que tu peux, quoi. C'est pas grave de le mettre dans le traitement. Alors, la surveillance, justement. Donc on va surveiller Mathieu cliniquement. On va faire un examen neuro pour voir la disparition du syndrome méningé. On va faire un examen cutané en examinant la disparition du purpura. Mhm. Ensuite, une surveillance hémodynamique avec le pouls, la tension, la température et la tolérance du traitement. Ok. Tu nous as dit des choses biologiques ou pas? Non, j'ai pas dit. Il faut il faut faire un iono. Et il faut faire un bilan infectieux, regarder si le syndrome inflammatoire diminue. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. La photo là qu'on a vue tout à l'heure, donc c'était un purpura fulminans. Vous avez vu quand il y a des lésions si étendues, en fait ces enfants, s'ils survivent, leur pronostic après il est fonctionnel avec des lésions cutanées immenses. Et en fait après ils passent dans les services de dermato parce qu'ils ont des zones de nécrose cutanée, ils peuvent être traités comme des grands brûlés. Donc, voilà, après, dans le cadre strictement de rédaction de votre dossier, ça ne change rien. Mais juste sachez que déjà, il y a la première étape, c'est très très grave, et que si on réchappe, après, on ne sort pas forcément complètement indemne. Oui. Alors, ouais, le pneumocoque classiquement, évolution défavorable. En gros. Alors, de nombreux parents de l'école de Mathieu tentent de vous joindre aux urgences parce qu'ils sont très angoissés. Et finalement, les 2 autres enfants qui avaient eu une PL à l'hôpital, le même diagnostic a été fait pour eux. Donc, quelles mesures préventives devez-vous prendre vis-à-vis de l'école? Alors, j'avais fait un traitement prophylactique de tout le monde à l'école. Ouais. Avec, donc c'est un traitement pendant 2 jours et c'est de la rifampicine et une surveillance clinique des enfants avec les déclarations obligatoires. Ok. Bon, c'est les grandes lignes. Tout en bas, vous avez un lien sur infectiologie.com avec les recommandations officielles. Donc, j'ai rien à inventer. Ça n'a pas bougé depuis 2002. Et donc, effectivement, y a une grille. C'est bête et méchant, c'est hyper pénible.
Mais pareil, moi, quand je révisais l'internat, la première année de l'ENC, c'était un dossier qui était tombé 10 fois à l'internat, avec à chaque fois des questions sur la prévention. Donc j'avais fini par essayer de l'apprendre parce que je me suis dit, si ça tombe, c'est vraiment trop con. Donc voilà, donc, par exemple, plus de 3 cas dans 2 classes différentes, on fait la prophylaxie de tout le monde. Le plus rapidement possible. Vous avez fait votre déclaration obligatoire, donc normalement il y a un médecin de la DAS qui vous aide à organiser ça. Rifampicine, en cas d'allergie ou de contre-indication, rofamicine. Et ici, quand même quelque chose d'important que tu ne nous as pas dit, vu qu'il va être typé, si c'est A ou C, on les vaccine, comme on a un vaccin. Sachant qu'en France, le sérotype le plus fréquent, c'est B. Donc voilà. Question 6. Donc Cindy, la jeune infirmière qui a accueilli Mathieu, vient vous voir car elle est enceinte et on lui a dit qu'elle devait prendre elle aussi une antibioprophylaxie. Donc que lui dites-vous? Alors la rifampicine, c'est contre-indiqué pendant la grossesse, donc elle ne peut pas en prendre vu qu'elle est enceinte. Moi, je ne savais pas ce qu'il fallait lui mettre, mais vu la question précédente, on lui donne de la spiramycine du coup. Ouais. Et elle peut être vaccinée, je pense. Et elle peut être vaccinée, absolument. Question 7. À quel moment... Oui. Juste en pédiatrie, il y avait je crois que l'un des antibiotiques est un réducteur enzymatique, donc si la personne est sous contraception orale, Oui. c'est lesquels qu'elle doit prendre dans ce cas-là? Elle ne doit pas prendre la Rifa. Effectivement. Ouais, donc effectivement, c'est un inducteur enzymatique. Donc il y a contraception orale et puis plein d'autres traitements. Effectivement, si c'est quelqu'un qui prend un traitement au long cours, ça peut valoir le coup de ne pas donner de la Rifa. L'autre indication classique, c'est les gens qui portent des lentilles. Parce que ça colore les larmes et donc ça pourrit les lentilles. Donc si ce n'est pas des lentilles jetables, c'est bon. Oui, autre question. Alors, pareil, si vous avez le courage d'aller consulter ce charmant document, c'est marqué qu'il faut essayer d'être raisonnable sur à qui on donne la prophylaxie. Selon, vu que c'est une transmission par gouttelette, selon la proximité. Donc typiquement, s'il y a une réanimation, le médecin qui a intubé l'enfant, il prend la prophylaxie. L'infirmière qui l'a pesé alors qu'il était en train de hurler, qu'il avait sous le nez, prend la prophylaxie. Mais l'aide-soignante qui a juste amené un truc dans la pièce et qui a juste fait l'aller-retour et qui était à 2 mètres de l'enfant, c'est peut-être pas la peine. Le problème, c'est que ces situations-là, c'est la panique et c'est difficile de refuser la prophylaxie. Donc après, il faut essayer de statuer, faire un peu l'enquête, qui a été en contact, et après, chacun, en fonction du raisonnable et du risque, prend sa prophylaxie ou pas, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est une question légitime. Parce que tout le service va vouloir prendre la prophylaxie. Et donc, dernière question, à quel moment autoriserez-vous Mathieu et les 2 autres enfants à retourner à l'école? Donc c'est quand ils vont mieux. Et Mais bon sens, et c'est coté, je suis d'accord. Et après 7 jours de traitement par C3G. Ouais, voilà. De toute façon, le traitement, c'est 7 jours. Et en fait, avant, dans les vieilles réponses, quand il n'y avait pas de C3G, il fallait qu'ils prennent la Rifa en plus de l'amoxicilline pour éliminer le portage rhinopharyngé. Et en fait, maintenant, avec le C3G, vu que ça diffuse partout, c'est éradiqué aussi comme ça. Donc effectivement, évidemment, une fois qu'il a eu ses 7 jours d'antibiotiques IV, et ensuite par l'état général. Parce que s'il a la moitié d'une jambe nécrosée, il ne va pas retourner à l'école tout de suite.